Bienvenue dans cette nouvelle leçon sur la préparation à l'examen d'État. Chers élèves, chers parents, nous avons parlé précédemment de la dissertation. Nous avons essayé de voir ensemble c'est quoi la dissertation. Nous avons également parlé des étapes de la dissertation, notamment la première étape qui est l'une des étapes les plus importantes, la compréhension du sujet. Ensemble, nous avons dit que la compréhension du sujet permet au rédacteur de comprendre le sujet avant de l'aborder, avant de passer à la rédaction du texte dissertation. Pour rappel, la compréhension du sujet comprend 6 petites étapes. 6 petites étapes par lesquelles il faut passer pour se rassurer que le sujet est bien compris. La première sous-étape de la compréhension, c'est la lecture. Nous avons dit qu'il faut lire le sujet, relire le sujet afin que le sujet soit fixé dans la mémoire. La deuxième sous-étape, c'est l'analyse grammaticale, l'analyse syntaxique, l'analyse stylistique du sujet. Pourquoi cette analyse? Parce qu'un sujet de dissertation peut renfermer certains éléments. Et si on n'est pas en mesure de dénicher la valeur de ces éléments-là, notamment la ponctuation, les figures de style, alors on ne saura pas comprendre le sujet selon l'esprit de l'auteur, par exemple. La troisième sous-étape, c'est le relèvement des mots-clés. Nous avons dit qu'il faut être en mesure de prélever les mots-clés. Pourquoi prélever les mots-clés? Parce que ces mots-clés-là, ce sont ceux qui porte même le sens du sujet. En comprenant ces mots, on peut facilement comprendre le contenu sémantique du sujet. Lorsqu'on a relevé ces mots-clés au travers de questions de type de quoi s'agit-il, de quoi parle-t-on dans ce sujet, on les définit. Après les avoir définis, on passe directement à la quatrième sous-étape qui est la reformulation du sujet. Il faut être en mesure de reformuler le sujet en vos propres mots. Dire le sujet autrement. Et la cinquième sous-étape, c'est la délimitation du sujet dans un domaine. Un sujet de dissertation peut être abordé dans plusieurs domaines. Le domaine social, le domaine politique, le domaine économique, le domaine éducatif, le domaine environnemental, le domaine sanitaire, les domaines culturels, les domaines écologiques, etc. Il y a lieu aussi de marier deux domaines à la fois, domaine social et politique, domaine social et éducatif, domaine socio-économique, etc. La dernière sous-étape, c'est la découverte du type de travail demandé. Vous le savez, on l'a vu ensemble, qu'un sujet de dissertation ne se travaille pas, ne se rédige pas de la même façon. Pourquoi? Parce qu'il existe plusieurs types de sujets de dissertation, types de travaux de dissertation. Il faut être en mesure de savoir est-ce que ce sujet demande la démonstration. Sera-t-il question de l'explication? Sera-t-il question du commentaire? Sera-t-il question de la discussion? Sera-t-il question de la comparaison? Sera-t-il question de l'inventaire? Et pour rappel, nous avons dit que l'explication, la démonstration, le commentaire sont de types de sujets, de types de travaux de dissertation qui demandent de soutenir l'auteur du début jusqu'à la fin, de poser uniquement la thèse. Le seul travail qui demande de poser à la fois la thèse et l'antithèse, c'est-à-dire de soutenir l'auteur et de le contredire au même moment, c'est la discussion. Voilà les principales sous-étapes de la compréhension du sujet. Aujourd'hui maintenant, nous allons parler ensemble de la deuxième étape préparatoire de la dissertation qui est bien évidemment la collecte des arguments. La collecte des arguments. C'est la collecte des arguments. La collecte des arguments
la collecte des idées. Avant de passer à la rédaction du texte de dissertation, il faut avoir pris le soin de collecter les idées, de collecter les arguments et idées avec lesquels on va rédiger le texte, le développement. Et ce sont ces arguments qui permettront aux disserteurs que vous êtes, aux rédacteurs, de convaincre les lecteurs, c'est-à-dire la personne qui va lire votre travail, de convaincre le correcteur également. Vous allez me demander comment arrive-t-on à collecter les arguments. Plusieurs élèves se demandent d'où viennent les arguments, d'où viennent les arguments, d'où viennent les idées. Avant de parler comment collecter les idées, les arguments, je vais vous donner une astuce. Les idées, vous les avez. Les arguments, vous les avez. Les idées viennent de plusieurs choses. D'où viennent les idées? D'où viennent les idées? Alors, les idées viennent notamment de la lecture. La lecture. Les différentes lectures que vous avez faites, que vous avez déjà faites. Les lectures faites. Vous avez déjà lu des romans, des ouvrages, des livres, des documents, des dictionnaires, sur votre domaine d'études. Alors, les idées peuvent provenir des lectures que vous avez déjà faites. Raison pour laquelle, en tant qu'élève finaliste, il faut avoir la culture de la lecture. Parce que toutes les connaissances que vous avez, toutes les connaissances que nous avons, sont venues de la lecture. Voilà, les lectures faites. Ici, ce sont les livres lus. Livres ou documents lus. D'où viennent aussi les idées? D'où viennent les arguments? Les idées et les arguments viennent aussi des expériences vécues. Les expériences vécues. Les expériences vécues. Des expériences vécues. Vous avez vécu des expériences. Vous avez été témoin d'un événement. Vous avez participé à un événement quelconque. Il y a des idées qui proviennent de ces expériences vécues-là. Ces expériences peuvent être personnelles, ces expériences peuvent être collectives, ainsi de suite. D'où viennent également les idées? Les idées viennent aussi de vos cours. Les cours étudiés en classe. Vous faites l'option sociale, vous tombez sur un sujet de dissertation qui parle par exemple du communisme, du capitalisme, du socialisme, etc. Les idées, les arguments que vous aurez à brandir viendront principalement des cours que vous étudiez dans votre domaine. La sociologie, par exemple, l'économie politique. Voilà.
les cours que vous étudiez vous permettent d'avoir des idées, vous permettent d'avoir des arguments qui peuvent convaincre les lecteurs, qui peuvent convaincre celui qui va lire votre travail. Raison pour laquelle, je l'ai déjà dit dans la leçon précédente, la dissertation, la rédaction, c'est le couronnement de toutes les notions, de toutes les matières apprises en français et dans les différents cours de votre domaine. Les lectures faites, les expériences vécues, les cours étudiés, les arguments peuvent aussi venir des films, par exemple. Les films. Je sais que vous adorez le film, donc ce n'est pas pour rien. On peut aussi y tirer des arguments, des idées. Le film, documentaire, films, les documentaires que vous avez déjà suivis. Un documentaire sur la Première Guerre mondiale, par exemple. Comment la guerre a ravagé l'humanité. Un documentaire sur la sauvegarde de la biodiversité. Ce sont des éléments qui vous permettent de trouver des idées, de trouver des arguments. Ils ne sont pas les seuls, on peut mettre etc. Les idées peuvent provenir de partout, de partout. Il suffit tout simplement que l'idée, que l'argument soit en corrélation avec le sujet. Que l'argument ne soit pas un argument qui s'écarte de l'objectif du sujet, mais aussi de son contenu sémantique. Voilà. Les arguments proviennent des lectures faites, des expériences vécues, des cours étudiés en classe, des films, des documentaires, etc. Nous savons déjà d'où viennent les idées. La deuxième question que vous vous posez, c'est comment collecter les idées? Comment collecter les idées? Comment collecter les idées? Comment collecter les idées? Pour collecter les idées, pour trouver des idées, on doit se poser certains types de questions. Ce sont des questions de type comment? Comment? Des questions de type dans quelle mesure? 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 Comment? Dans quelle mesure? Pourquoi? Pourquoi? Quand? Quand? Comment? Dans quelle mesure? Pourquoi? Quand? Alors, nous allons partir avec le même sujet, notre sujet. Le sujet dit « Chacun est le fils de sa mère, l'enfant ne vaut que ce que vaut sa mère. »
Pour trouver les idées, on va écrire d'abord le sujet. Chacun est le fils de sa mère. Chacun est le fils de sa mère. L'enfant ne vaut que ce que vaut sa mère. La question était de démontrer cette affirmation d'Amadou Kouyaté. Voilà. Alors, on est devant un tel sujet. Il faut collecter les arguments, collecter les idées. On va utiliser la technique consistant à se poser des questions. Comment? Dans quelle mesure? Pourquoi? Quand? Chacun est le fils de sa mère, l'enfant ne vaut que ce que vaut sa mère. Nous avons déjà reformulé le sujet en disant que l'enfant est la photocopie de sa mère. L'enfant imite le comportement de sa mère. La mère joue un rôle primordial dans l'éducation et le devenir de son enfant. On va se poser maintenant des questions. Comment l'enfant est la photocopie de sa mère? Dans quelle mesure l'enfant imite les comportements de sa mère? Pourquoi dit-on que l'enfant ne vaut que ce que vaut sa mère? Pourquoi dit-on que l'enfant égale sa mère? Quand peut-on dire que chacun est le fils de sa mère? Quand peut-on dire que la mère influence le comportement de l'enfant? Quand peut-on dire que l'éducation de l'enfant découle directement de sa mère? Les réponses à ces questions constituent déjà les idées, les arguments que vous êtes en train de collecter petit à petit. Alors, il y a un... Notez bien ici. Lorsqu'on collecte les arguments, il faut aussi se baser sur la question du travail. Démontrer, discuter, commenter, expliquer, inventorier, comparer. Si c'est un sujet à démontrer, alors on va collecter les arguments qui soutiennent la thèse de l'auteur. Si c'est un sujet à discuter, on va donc collecter à la fois des arguments qui soutiennent la thèse de l'auteur, des arguments qui contredisent la thèse de l'auteur. Pareils arguments qui vous permettront de rédiger l'antithèse. Alors, nous allons répondre ensemble à ces types de questions et nous serons en train de collecter directement les idées, les arguments pour notre sujet. Comment l'enfant
est la photocopie de sa mère? La première réponse, on peut dire idée. Comment l'enfant est la photocopie de sa mère? On peut dire la mère porte l'enfant pendant 9 mois. Pendant 9 mois, elle commence à éduquer ce dernier dès la conception. Voilà la première idée. La mère porte l'enfant pendant 9 mois. La mère est la seule personne qui a un contact permanent avec l'enfant, déjà dès la conception. On peut aussi se demander dans quelle mesure l'enfant est la photocopie de sa mère. On peut répondre en disant la mère joue un rôle prépondérant, un rôle important dans l'éducation de l'enfant. La mère joue un rôle important dans l'éducation de son enfant. Pourquoi l'enfant égale sa mère? On peut répondre en disant que lors de la première enfance, l'enfant passe beaucoup de temps avec sa mère. Et en passant beaucoup de temps avec sa mère, l'enfant imite les faits et les gestes de sa mère. Il imite les faits et les gestes de sa mère. Dans quelle mesure l'enfant égale sa mère? On peut mettre une idée, populaire d'ailleurs, de quelqu'un qui a dit qu'éduquer une femme, éduquer la femme en général, c'est éduquer toute une nation.
c'est éduquer toute une nation. Éduquer la femme, c'est éduquer toute une nation. Nous avons collecté 4 idées, 4 arguments. La mère porte l'enfant pendant 9 mois et commence à éduquer ce dernier de la conception. La mère joue un rôle prépondérant, un rôle important dans l'éducation et le devenir de son enfant. Lors de la première enfance, l'enfant passe les plus clairs de son temps avec sa mère. Il imite les faits et les gestes de sa mère. Les faits et les gestes de sa mère. Enfin, éduquer la femme, c'est éduquer toute une nation. On peut se limiter à ces 4 arguments. Il y a lieu, bien évidemment, de collecter d'autres arguments. Nous nous limitons à ces 4 ici. Alors, pourquoi nous nous limitons à ces 4? Parce que le sujet est un sujet à démontrer. S'il s'agissait d'un sujet à discuter, alors on collecterait des idées qui contredisent la thèse de Amadou Kouyaté. On va essayer. Idée pour un travail à discuter. Idée pour un travail à discuter. Ici donc, c'était pour démontrer. Lorsqu'on est devant un travail à discuter, un sujet à discuter, on collecte les arguments pour la thèse, on collecte également les arguments pour l'antithèse. Les arguments et les idées qui vous permettront de contredire ce que l'auteur du sujet dit. On peut dire par exemple, la première idée d'antithèse, comment l'enfant n'est pas toujours égal à sa mère. Beaucoup de réponses peuvent venir à l'esprit. On peut dire, l'enfant n'est pas égal toujours à sa mère parce que, au-delà de la mère, l'enfant imite aussi le comportement de son père. D'ailleurs, un proverbe français dit « tel père, tel fils ». L'enfant imite aussi les comportements de son père. C'est pourquoi l'on dit tel père, tel fils. Voilà, première idée d'antithèse. L'enfant imite les comportements de son père, tel fils. Première idée. Pourquoi
l'enfant n'est pas toujours la photocopie de sa mère? Pourquoi l'enfant n'est pas uniquement influencé par le comportement et l'éducation reçue de sa mère? On peut dire aussi que lorsque l'enfant atteint l'âge scolaire, lorsque l'enfant atteint l'âge scolaire, il découvre un nouvel environnement, qu'est l'école. Et cet environnement influence son éducation. Cet environnement influence son éducation. Et ses comportements. Voilà la deuxième idée. L'enfant, en allant à l'école, lorsqu'il quitte sa mère, il découvre un nouveau milieu, un nouvel espace qu'est l'école. À l'école, il va découvrir de nouveaux amis, de nouveaux copains, des enseignants. Et le comportement de l'enfant, parce qu'il vient de découvrir un nouveau milieu, vont changer. Ces milieux vont influencer son éducation, va influencer son comportement au-delà de l'éducation reçue à la maison. La troisième idée d'antithèse, on peut se poser la question: pourquoi l'enfant n'est pas uniquement influencé par l'éducation de sa mère? D'ailleurs, la question serait quand, à quel moment exactement l'enfant n'est plus seulement influencé par l'éducation de sa mère? Vous tous aujourd'hui, vous êtes en quatrième année des humanités, pardon, et vous êtes passé par une période qu'on appelle l'adolescence. Et cette période-là donne à l'être humain, à l'enfant, certains comportements, certaines habitudes qui ne viennent pas ou qui n'ont pas été héritées des parents. On peut donc dire que pendant l'adolescence, l'enfant se crée sa propre personnalité. Voilà, l'adolescence influence aussi. C'est une idée d'antithèse.
la dernière idée pour terminer. Comment l'enfant n'est pas uniquement le fruit de sa mère. Aujourd'hui, avec le phénomène des réseaux sociaux, on peut facilement être influencé par ce qui s'y passe, par ce que l'on voit, par ce que l'on entend, par ce que l'on écoute au travers les réseaux sociaux. On peut donc dire que à l'ère des réseaux sociaux, l'enfant n'est plus seulement influencé par ses parents ou l'école, mais aussi par tout ce qu'il voit, par tout ce qu'il voit sur les réseaux sociaux qu'on abrège RS. Par ce que vous voyez, par ce que vous entendez, vous devenez influencé. Voilà les arguments que nous avons collectés ensemble, et c'est à travers ces arguments que l'on pourra, dans la suite, dans la rédaction proprement dite, on pourra maintenant rédiger le corps du travail, le développement. C'est au travers de ces arguments. Ces arguments, ces quatre premiers arguments constituent la thèse pour un sujet à démontrer, à expliquer, à commenter. Ces 4 autres arguments constituent des arguments pour l'antithèse, pour un sujet à discuter. Ce qui reste maintenant, c'est de savoir comment rédiger maintenant un texte dissertation. Quelles sont les parties que doit comporter un texte dissertation? On a déjà fini avec les étapes. On est passé de la compréhension à la collecte des arguments. Ce qui nous reste, ce sont les différentes parties d'un travail de dissertation. Alors, avant de parler de ces parties, vous allez répondre à la question ici, et puis nous allons parler de ces parties et de comment les rédiger. Merci beaucoup.